commence par vous. Vous êtes PDG du groupe Ellipse Smart Solutions. Ellipse Smart Solutions développe des solutions Li-Fi et non Wi-Fi. Une technologie française qui a été créée par un professeur, le professeur Topsu, cette technologie donne des possibilités de communication au-delà des solutions 4G, 5G et Wi-Fi. Et nous sommes donc très heureux de vous accueillir, France Hautaine. J'espère que vous allez l'applaudir. Voilà. Alors vous avez fait des tas de choses dans votre vie, vous êtes surdiplômé, vous avez conseillé, alors voilà, vous avez fait Sciences Po, vous êtes normalien, bref, philosophe, juriste, enfin tout quoi. Vous êtes passionné par le numérique, ça c'est peut-être le fil rouge de votre carrière, et vous avez dirigé plusieurs startups, vous avez conseillé des ministres, même un Premier ministre, vous étiez le conseiller numérique de François Fillon quand il était ministre des Communications il y a plus de 20 ans, et puis aussi de Premier ministre Jean-Pierre Raffarin au début des années 2000. D'ailleurs, il y a quelque chose d'original dans votre parcours. Vous avez aussi dirigé le musée Picasso. Voilà, ça c'est plutôt marrant. Et aujourd'hui, vous conseillez David Layani, qui est le président de OnePoint, dont vous êtes devenu partenaire. Vous allez nous expliquer. Donc, bienvenue à vous, Laurent Sorbier. Merci. Alors, j'aimerais que, on n'a pas beaucoup de temps, mais on a quand même un peu. J'aimerais que vous nous racontiez l'un et l'autre. Peut-être on va commencer par vous, France Hautaine. France Hautaine, c'est comme ça qu'on dit. Vous pouvez nous expliquer en 2 mots cette technologie, le Li-Fi, que vous êtes en train de développer? Merci Anne-Cécile. Je suis France Hautaine, je suis hollandais, mais avec une mère française, donc j'ai quand même tout petit peu la culture. Et finalement, je me retrouve en France de parler d'une technologie française, le Li-Fi. Le Li-Fi, c'est la Light Fidelity, donc c'est la communication par lumière et donc pas par radio-ondes. C'est important parce que dans ces temps où on parle du IoT, du blockchain, de tout ça, on veut avoir des voitures qui roulent toutes seules, on a besoin de plus de bandes passantes. Donc, ce n'est pas juste une question de 3G, 4G, 5G, c'est aussi d'utiliser une nouvelle voie. Et ce qui est bon du Li-Fi, c'est qu'on peut utiliser une infrastructure qui existe. Si on regarde toutes les lampes ici, on peut facilement les faire des bandes de communication. Pourquoi c'est important? Parce que le Li-Fi peut donner des solutions que le Wi-Fi et le 5G ne peuvent pas donner. Vous pouvez penser, par exemple, où on ne veut pas avoir des radio-ondes dans les hôpitaux, dans les crèches peut-être, dans les mines, c'est évident, mais aussi dans l'éclairage public, où par la lumière dans les rues, on peut donner des informations aux gens qui sont dans la ville. Ce n'est pas seulement pour les touristes, mais c'est même pour les gens qui habitent là-bas. Et une des choses, pour moi, les plus importantes, le bonus de tout ça, c'est qu'on va créer des nouveaux réseaux où on peut capturer les dates. Et aujourd'hui, si on utilise le téléphone, toutes nos dates, ici en France, en Europe, ça écoule tout aux États-Unis. Alors, on va en reparler de ça. Je pense qu'on a compris. Laurent Sorbier, je me tourne vers vous. OnePoint fait quoi exactement pour accélérer la transformation numérique, je crois, d'entreprises, mais également de collectivités territoriales? C'est pour ça que vous êtes là. Et je crois que vous parlez pas mal des Smart Cities, des White Cities. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, le métier de OnePoint, c'est d'être architecte des grandes transformations, à la fois pour les acteurs publics et pour les grandes entreprises. Et on est effectivement très engagé dans le sujet territoire intelligent et durable. On préfère d'ailleurs parler, plutôt que de Smart City, de Wise City. Quelle est la différence? De ville sage. La différence, c'est que nous pensons que la technologie pour la technologie n'a pas de sens. Ce qui fait sens, c'est un usage à la fois raisonné, frugal, maîtrisé de la technologie pour proposer et mettre en œuvre de nouveaux modèles de développement des territoires. Des villes, naturellement, puisqu'elles portent une grande partie, vous le savez, de la population humaine sur notre planète, mais aussi des départements, des régions, et nous accompagnons ces transformations des territoires à toutes les échelles,
depuis des petites villes jusqu'à des villes très grandes, puisque nous conseillons la ville de Paris. Est-ce que, pour être concret, pour qu'on comprenne mieux, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consisterait finalement une Wise City idéale? Voilà. Une Wise City idéale, mais pour les particuliers, que l'on comprenne. C'est une ville qui utilise les leviers que nous propose la technologie aujourd'hui, et ils sont nombreux. Vous pouvez bien sûr penser aux data, vous pouvez penser à l'IA, vous pouvez penser à la blockchain, ça a été dit, et à l'intelligence artificielle, pour mettre en œuvre des logiques de développement qui tournent le dos aux pratiques qu'on a connues, énergivores, etc., pour mettre en place des logiques de développement qui sont beaucoup plus durables et qui permettent de maîtriser l'impact qu'on a sur l'environnement, de réduire son empreinte carbone. Concrètement, moi, voilà, j'habite dans une Wise City. Qu'est-ce qui change par rapport à aujourd'hui? Concrètement, alors, si on prend les aspects technologiques, mais ce ne sont pas les seuls, j'y viendrai après. Vous êtes dans une ville où l'éclairage public, il est connecté, il est intelligent, les lampadaires s'allument quand il y a des gens en dessous. Quand on est à la sortie d'une école et qu'il faut éclairer un peu plus, ils s'éteignent quand il n'y a personne. L'ensemble de la collecte des déchets est organisé de manière intelligente, c'est-à-dire qu'on sait, parce qu'on a une analyse permanente des données, que c'est à telle heure, tel jour qu'il fait sens de ramasser les poubelles dans votre quartier. Ça va un peu Big Brother? Enfin, pardon. C'est pas du tout Big Brother parce qu'on n'est pas du tout dans un univers qui est fondé, on y reviendra aussi si vous voulez, sur l'usage des données personnelles. Là, on est sur des données qui ne portent pas sur votre vie et vos pratiques, etc., mais qui sont signifiantes, qui ont un intérêt pour les opérateurs de la ville et de ses services. Donc on n'est pas du tout dans un truc qui est intrusif. Il y a toujours la possibilité de détourner l'usage des données pour des choses qui sont éthiquement discutables, mais on va dire qu'on est dans un usage, je le disais, très raisonné. Ce que je veux dire, c'est qu'une ville Wise, elle ne va pas mettre un capteur derrière chaque élément de la ville ou mettre en place, on va dire, une collecte des datas géante qui n'a pas de sens. On va utiliser de manière très précise en fonction de cas d'usage, et elle va aussi associer, c'est une importante dimension de la ville sage, elle va associer les citoyens, parce que l'intérêt de ces technologies, c'est aussi de permettre l'éclosion d'une intelligence collective et d'une co-construction sur tous les sujets. Et une ville smart, la ville smart et wise, c'est une ville qui utilise la technologie pour embarquer tous les citoyens, tous les acteurs de la ville dans la construction de la ville de demain. Mais la technologie développée comme ça, c'est énergivore quand même. Bien sûr, et c'est pour ça qu'il y a toute une réflexion en cours sur comment est-ce qu'on va améliorer l'impact carbone du recours aux technologies. On sait aujourd'hui que les technologies ont un impact carbone fort. Quand on parle du recyclage des terminaux ou qu'on parle de la consommation des différents équipements d'IoT, etc. Mais là, The Shift Project dit... Mais j'insiste sur un point. Plus énergivore, je pense que tout le monde ici le sait. Il n'y a pas d'économie circulaire. Il n'y a pas de circuit court. Il n'y a pas d'économie d'énergie reposant sur le smart grid ou sur l'éclairage connecté. Il n'y a pas de co-construction et d'intelligence collective sans recours au numérique. Le levier de la technologie est la condition pour qu'on puisse, surtout dans les villes, je dirais, européennes qui doivent gérer un héritage important, on ne part pas de zéro, on ne peut pas changer de modèle de développement de la ville sans recourir aux technologies qui sont le seul moyen de modifier l'impact carbone d'une ville, avec le comportement évidemment des citoyens. C'est pour ça que je disais qu'il faut les embarquer naturellement dans cette logique, mais c'est le seul moyen d'aller vite pour changer le modèle de développement des villes. Qu'est-ce que vous voulez ajouter, Franz Otten, par rapport à votre technologie? Moi, je suis vous pourriez vous insérer dans une Wise City? Une fois qu'on va parler d'une ville, on parle des citoyens. Les gens habitent plus ou moins 90% dans des villes. Donc, il faut faire un travail mieux et c'est essentiel de bien penser holistiquement de ce qu'on est en train de faire. Ce que me manque à moi, c'est que si on a créé une infrastructure d'électricité dans une ville où les gens habitent, qui ont la lumière à la maison, dans les bâtiments, partout, il faut utiliser cette infrastructure pour être plus sage. Alors on justement, peut utiliser une technologie comme le LiFi. Votre président connaît la technologie très bien. Et je vais être... Vous voulez parler de OnePoint ou de Macron? Le monsieur président de la France. Le président de la France, d'accord, je croyais que vous parliez. Excusez-moi. Mais
et je ne suis pas contre le 5G, mais une chose qui est vraie, et on peut le lire chaque jour, qu'il faut des infrastructures importantes pour avoir le 5G. Maintenant, je dis, le 5G eux-mêmes, ils disent qu'ils ont des problèmes de pénétrer dans les bâtiments. C'est pour ça qu'on a besoin beaucoup d'antennes. Et alors, moi, je dis... Vous y êtes déjà. Devant, ici, oui. il y a des lampes. Donc, alors, c'est très facile. Expliquons concrètement comment ça marche, votre technologie LiFi. En gros, si j'ai bien compris, je ne suis pas une spécialiste, toutes les ampoules devraient être des LED, c'est ça déjà? Ça, ce serait important parce que... C'est la base. On économise 80% de l'électricité. Donc, ça vaut la peine. La pénétration de LED, après 10 ans qu'on peut les acheter partout, c'est moins de 25% dans le monde. Alors, au départ, c'est plus cher, mais après... Non, c'est ça, ce qui est évident. La sustainabilité moins chère. Le cash out, le moment de paiement est différent. C'est au début, mais pas pendant... C'est ça. Mais c'est ça. L'investissement de départ est plus important, mais après, on récupère très vite. Alors, expliquez-moi... Donc, c'est moins cher. Absolument, oui. Mais il y a quand même probablement des investissements de départ. Expliquez-moi concrètement, il suffit finalement de rentrer par ce système de LED dans les endroits? Donc, ici, moi, je vois ici 10 lampes. Ce ne sont pas des lampes LED, je peux les remplacer par des lampes LED avec un modem, qui c'est comme le Wi-Fi, mais c'est intégré dans la lampe. Et chaque lampe peut avoir 4 utilisateurs. Donc ces 10 lampes, ça donnerait déjà 40 fois... Des utilisateurs comment donc? Avec le téléphone, il y a déjà des compagnies de téléphone qui ont un téléphone Li-Fi adapté. Donc ça va venir, mais moi je ne veux pas vous donner... et juste regarder l'infrastructure qu'on connaît, mais il faut rêver quand même. On a vu la ville de Lahti, qui sont commencés en 1090, 30 ans après, ils sont 70% moins de carbone. C'est remarquable, Moi, une des choses que je ne comprends pas, j'ai habité 10 ans à Hong Kong, on ne rêve plus en Europe. Il faut nous regarder qu'est-ce qu'on a, et on peut augmenter ce qu'on a, et l'infrastructure de la lumière est partout dans toutes les villes où Laurent veut utiliser et être plus sage, et même wise, il faut utiliser ce qu'on a. Donc, la lumière transformée dans la lumière avec la communication, et donc, ça donne l'économisation, ça peut se payer d'utiliser moins d'électricité. Qu'est-ce qui bloque alors? Je ne comprends pas pourquoi finalement tout le monde ne se rue pas sur votre technologie. Les télécoms qui disent qu'on a besoin de 5G aujourd'hui. Et ce n'est pas vrai. Laurent Sorbier, vous qui donc êtes dans les Wise City, Smart City, est-ce qu'une technologie comme le LiFi pourrait s'intégrer dans les Wise City? Oui, bien sûr. Encore une fois, il n'y a pas de scénario technologique écrit à l'avance. Chaque ville, chaque territoire appelle des solutions différentes et on ne peut pas réfléchir de manière complètement macro sur ce sujet. Je crois qu'il faut vraiment avoir des approches très différenciées. Sur mesure ? Sur mesure. Et on voit bien qu'il y a un modèle spécifique qui est en train de se dessiner de ville intelligente européenne. Entre l'Asie, où on a fait souvent le pari du tout technologique, si on regarde l'exemple de Singapour, les États-Unis, où on a fait le pari d'un usage très privatisé et très contestable des données publiques, il y a sans doute un modèle européen à inventer qui mixe justement la transition écologique et la transformation digitale de manière un peu unique et qui garantit, je dirais, une dimension éthique à la ville de demain. Et cette dimension éthique, elle porte évidemment sur le respect du caractère privé d'un certain nombre de données et sur une gestion de l'espace public qui est très participative et qui s'écarte de modèles évidemment autoritaires comme on peut en voir en Asie. Et on voit bien que le modèle chinois des villes ultra connectées ne peut pas être une référence pour nous. Alors, en ce moment, on entend beaucoup de choses, évidemment, contre la 5G, du côté des écologistes. Et Eric Piolle nous disait, finalement, la 5G, mais c'est pouvoir regarder un porno dans un ascenseur. Est-ce qu'on a bien besoin de regarder un porno dans un ascenseur? La Smart City, c'est ça? C'est pouvoir regarder un porno dans un ascenseur? Tout est connecté, il y a des autoroutes de l'information partout.
Alors, je vous parlais d'une vision éthique de la ville de demain, donc chacun place l'éthique où il veut, dans un ascenseur ou pas. En ce qui me concerne, je considère non, mais en que, dehors de l'anecdote, si vous voulez, vous voyez bien ce que je veux dire. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Je pense que, je vous le disais, faire de la technologie pour la technologie n'aura jamais de sens. En plus, ça aura un coût carbone, Énorme. un impact carbone énorme. Donc, je vous le disais, il faut aller vers des usages raisonnés, maîtrisés. Effectivement, si on se rend compte que le seul usage est celui que vous évoquiez, il y a peut-être d'autres priorités et d'autres choses à déployer. Mais en revanche, le haut débit, quand vous parlez de e-santé, quand vous parlez d'e-éducation, quand vous parlez, etc., la 5G ou toute autre technologie qui amène du haut débit... Le LiFi, c'est du haut débit aussi? C'est plus rapide que le 5G parce que c'est la lumière, ça va plus vite que les radio-ondes. Voilà, donc toute technologie qui permet d'apporter cette connectivité sur tous les territoires, et vous savez qu'on est en France dans un pays qui a encore beaucoup de zones blanches, tout ce qui pourra faire en sorte qu'on peut vivre partout avec le même accès aux opportunités de la ville de demain, enfin de la ville, des territoires de demain, puisque précisément, je ne sais pas si on va tous continuer à s'agglutiner dans les mêmes espaces. On voit l'expérience récente du télétravail à un retour de la campagne. Je ne sais pas si c'est de la campagne. Il y aura sans doute, je pense, un rapport différent à la distance et au territoire. Et je pense que ça fait partie des sujets sur lesquels il faut qu'on accompagne les réflexions des uns et des autres. Les nouvelles formes de travail. Pour voir ce que sera demain la manière de travailler, le lieu de travail, le rapport au lieu de travail. Et je pense que le rapport à l'espace est en train de se modifier. La crise sanitaire a déjà modifié notre façon de nous projeter dans l'espace. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous avez des moyens de mesurer déjà l'impact en termes d'empreinte carbone de la mise en place de vos deux actions finalement pour révolutionner les territoires. Laurent Sorbier, est-ce que vous avez des moyens de mesurer? Parce que quand on a préparé, vous me disiez il n'y a pas vraiment une ville modèle en France. Enfin, il y a des choses qui sont non, mais vous avez quand même des territoires. Je pense à Dijon, je pense à Angers, projet dans lequel nous sommes impliqués. Je pense à la ville de Paris. Il y a énormément de villes et plein d'autres avec lesquelles on discute qui sont en train de rentrer dans ces logiques. Donc, un certain nombre de villes sont exemplaires dans un domaine. Aucune n'a déployé toute la palette de la sagesse que j'ai évoquée tout à l'heure, mais ça viendra. Le sujet me paraît, par rapport à ce que vous disiez, il y a un vrai sujet d'analyse et de compréhension de l'impact carbone de chaque politique qu'on met en œuvre. On peut penser à la ville d'Oslo qui a mis en place un budget carbone, qui fait référence autant que son budget financier. Je pense que, et c'est un des sujets de OnePoint en ce moment, nous réfléchissons effectivement au déploiement de plateformes qui vont permettre de calculer, pour une grande entreprise ou pour une collectivité, l'impact carbone de tout ce qu'elle engage. Et je fais le pari devant vous que ça va devenir un sujet majeur. Aujourd'hui, quand on va devoir faire des arbitrages, quand on est une grande entreprise ou une collectivité, il va falloir qu'on puisse rendre compte à ses actionnaires ou aux citoyens de l'impact carbone de ce qu'on fait. Donc vous avez raison, vous avez parfaitement compris que ça sera un sujet majeur. Et il y a des outils technologiques, il y a des plateformes qui font appel à des algorithmes, à de l'IA, qui font appel à des données, publiques ou privées, qui vont nous permettre, je pense, dans un avenir pas très éloigné, de proposer des solutions pour calculer les impacts carbone. France Hautain, qu'est-ce qui empêche finalement que votre solution, que vous dites quand même un peu miracle, c'est-à-dire facile, vraiment très très vertueuse sur le plan environnemental, on en parle moins finalement que la 5G en ce moment? Non, mais ça c'est clair, mais moi je crois que les nouvelles technologies toujours commencent à exister quand on en a besoin. Par exemple, quand vous dites télétravail, moi, quand je suis à la maison et mes enfants regardent, ils font le streaming, moi, je ne peux même pas envoyer une présentation parce qu'on n'a pas le débit. Donc, pour le télétravail, vous imaginez qu'il y a des banquiers qui travaillent à la maison avec le Wi-Fi et ils ont les informations, par exemple, de la banque. C'est tellement hackable qu'il nous faut un système plus sécurisé. Oui, il y a aussi la question de la sécurité. Et je sais bien qu'ils utilisent un VPN, c'est très bien, mais une fois qu'on est dans le wireless, et c'est facile d'entrer, on peut faire ce qu'on veut. Et si on a une lumière, et on est avec la connectivité,
et on n'est pas dans la lumière, on ne peut pas hacker, parce que c'est quand même beaucoup plus... c'est pas facile, c'est même très difficile, parce qu'il y a une vraie relation où les données vont. Avec le wireless, on ne sait pas si c'est ici ou c'est ici, mais c'est facile d'entrer. Donc moi, je crois que le LiFi, la sécurité, la santé, je sais bien qu'il y a des gens qui sont préoccupés, on ne peut pas leur dire « vous êtes préoccupés, si vous ne voulez pas ça, on devient, je crois que ça s'appelle Amish ». Ce n'est pas vrai, il faut regarder, on peut avoir des extensions, des possibilités. La 5G jusqu'à une ville, c'est très bien, mais les derniers 10 mètres, on peut le faire avec la lumière. Et ça existe déjà dans tous les bâtiments. Donc, il faut être wise, comme Laurent le dit, et utiliser ce qu'on a. Et moi, je travaille avec un monsieur qui s'appelle Günther Pauli, qui dit toujours, il faut regarder ce qu'on a, c'est ce que vous faites avec le One Point, avec les villes. On ne peut pas dire, c'est ça le système. Je vous dis, en Asie, à Shenzhen, on a une ville 3-dimensionnelle où on a déjà des voies dans l'air pour les drones taxis. Ben, on pense à ça à Paris ou à Londres, on n'y pense pas, mais ils ont l'infrastructure, le pilotage de tout ça, automatiquement s'ils veulent aujourd'hui déjà. Et le LiFi peut rivaliser avec ça? Ben, on en a besoin parce qu'un centimètre avec 2 voitures qui vont à la vitesse de 100 km, il veut mieux être sûr. Vous savez bien avec le Google Maps qu'on est dans... On va à pied, on passe par un mur et on se dit c'est pas possible parce que je suis plus ou moins... Donc avec la lumière, parce qu'il y a toujours une localisation d'une lampe, on peut le centimètre précis savoir où on est. Donc ça donne des possibilités. Et encore une fois, je ne suis pas contre l'innovation, mais il y a des solutions avec le LiFi qu'on ne peut pas avoir avec les radio-ondes. C'est évident. Sorbier, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, et France a signalé une dimension importante du développement des territoires intelligents, c'est la question de la sécurité. Bah oui. Il faut bien se rendre compte que dès qu'on connecte des infrastructures, on crée des vulnérabilités. Nous sommes en train de construire un monde qui est infiniment vulnérable aux attaques informatiques. Et donc la question de la sécurité, de la cybersécurité, je pense qu'elle va être centrale dans le développement de ce qu'on fait. C'est évidemment une compétence que OnePoint a fortement développée, mais il faudrait presque considérer que c'est une dimension première de la ville intelligente, parce que sinon on construira évidemment un château de cartes qui pourra s'effondrer à la première attaque informatique. Donc énorme progrès et aussi potentielle vulnérabilité qu'il faut traiter dès le départ. Il faut presque être cybersécure par construction. J'ai presque envie de conclure sur une note un peu, on va dire, patriotique, finalement, parce que vos technologies sont européennes. Donc, enfin, vos actions réciproques sont européennes. Et c'est vrai que, voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut signaler également. Mais c'est essentiel. Si on regarde les derniers 30 ans, on pensait avec la Russie, avec le mur qui n'était plus là, qu'on était bien. Mais on n'est pas bien. Si on regarde l'histoire, il y a toujours la géopolitique maintenant chez les États-Unis et la Chine. Nous, on est au milieu. On a beaucoup à offrir. Notre démocratie, la manière dont on a les débats, qui est plus ou moins normale comparé si on regarde ce qui se passe aux États-Unis. On ne peut pas être une Europe indépendante si on est dépendant des États-Unis. Donc c'est le moment. Et une chose de savoir, l'Internet, c'est une chose développée par les États-Unis, avec une idée. Le IP que mon téléphone a, si quelqu'un à San Francisco dit « aujourd'hui, la Hollande ne communique pas », ils peuvent switcher. Donc c'est essentiel pour les prochaines, même 50, 100 ans, de développer des technologies dans notre pays, dans la communauté européenne, pour être mieux placés pour les prochaines l'âge digital et numérique. C'est essentiel. C'est bien parce qu'on parcourt toutes nos grandes convictions. On va terminer sur, je crois, ce qui est une conviction forte, c'est qu'effectivement, il y a un enjeu de souveraineté majeur dans le développement de ces territoires intelligents. Souveraineté sur la donnée, souveraineté dans les technologies auxquelles on a recours, souveraineté dans l'association des citoyens et dans le contrôle politique qui est exercé sur ce qui est déployé. Et puis, je dirais, souveraineté presque intellectuelle ou philosophique, au sens où il faut s'approprier, je le disais, une vision
française et européenne de ces territoires intelligents de demain. Merci, merci beaucoup à tous les deux. Ah, il y a 5 secondes. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, non? Merci infiniment.